Bonjour amis sportifs, en ce 29 novembre 2023. Aujourd'hui cette vidéo va parler d'une adaptation à la chaleur. Pourquoi? Parce que je fais un lien direct avec ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente concernant l'étape du Tour de France et vous permettre d'appuyer ce que j'ai dit concernant, qui va contre tout ce qui est dit dans les études ces dernières années, c'est-à-dire que vaut mieux s'occuper de la puissance plutôt que de la fréquence cardiaque, alors que moi j'ai appuyé plutôt la fréquence cardiaque. Donc je reviens dessus parce qu'on m'a posé une question. Bien sûr que le capteur de puissance, je m'en sers, je le redis, je m'en sers comme vous tous à chaque sortie. Mais je ne fais jamais abstraction de mes pulsations cardiaques. Ce qui est primordial chez moi, c'est mon physique. Mon physique, c'est l'organisme, c'est ce qu'on a à l'intérieur. C'est donc notre fréquence cardiaque, qui est l'élément moteur, l'élément numéro 1 à prendre attention, et très attention. Lorsque vous faites une sortie entre copains, vous faites 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, vous faites du fractionné appuyé, etc. Vous pouvez gérer facilement votre fréquence cardiaque. Par contre, le jour de l'étape du Tour de France ou d'une ardéchoise, etc., vous ne pourrez plus la gérer comme vous voulez. Il va y avoir des éléments supplémentaires. Et l'élément primordial qu'on peut placer au-dessus d'un capteur de puissance et au-dessus de votre condition physique, au-dessus de votre poids de forme, et je termine en disant au-dessus de tout, eh bien c'est la chaleur. Particulièrement cette étape du Tour aura lieu dans le sud-est cette année. Le sud-est, c'est un endroit qui est très très chaud. Nous, on y est habitués. À partir du mois de juin, nous avons régulièrement et tous les jours les températures qui dépassent les 30 degrés. Arrivé en juillet, depuis que j'habite le Var, ça fait maintenant environ une cinquantaine d'années, j'ai toujours connu du 35 degrés minimum en juillet et en août. Les pointes étaient à 42 jusqu'à 44 degrés en 2008, pas maintenant dans les années 2020, c'était en 2008 où j'ai connu plusieurs jours entre 40 et 44 degrés à l'ombre. Avant cette étape du Tour, vous prévenir qu'il va falloir se préparer. Peut-être plus que les autres étapes qui ont lieu dans les Pyrénées ou dans les Alpes. Maintenant, vous faites un lien direct entre ce que j'ai dit dans la vidéo précédente concernant l'étape du Tour et celle d'aujourd'hui. Je viens donc appuyer la fréquence cardiaque qui va être l'élément numéro 1 qui va réagir par rapport à la chaleur que vous aurez le 7 juillet pour cette étape du Tour. Alors, dans cette vidéo, je vais étaler toutes les modifications qu'il va y avoir, qui va se produire dans votre organisme. Et là, j'insiste, surtout, donc si vous n'avez pas fait d'acclimatation auparavant, ce qui va être dur pour les gens qui travaillent et ceux qui ne peuvent pas prendre de vacances pour cette étape du Tour. Auparavant, pour vous prouver mes dires, des études ont déjà été faites, bien sûr, que moi je m'appuie dessus, parce qu'il y a des études, il y en a beaucoup. Il y a les vraies, il y a les moyennes, et il y a les fausses. C'est Ioannidis, le célèbre, un des plus grands chercheurs au niveau du monde, au niveau de la santé, a dit que dans les études, il y en avait 90% à jeter. Mais il y en a tout de même 10% à garder. Donc, travaillons sur celles-ci. Comment les déterminer? C'est suffisamment facile pour un professionnel comme moi ou d'autres sur la toile qui ont plus de 40 ans d'expérience en entraînement. On peut faire la différence car nous avons étudié. On n'a pas étudié sur les autres, on ne les a pas pris comme cobayes, on a étudié avant tout sur nous lorsqu'on était jeunes. Par exemple, aujourd'hui, l'effet de la chaleur. L'effet de la chaleur est vraiment certain sur vos performances. Donc je reviens sur ce que j'ai dit. Par exemple, ceux qui se disent moi cette année, il y a 6 cols par exemple, je vais en monter 4 à 280 watts. Et les autres, je vais m'arranger pour les monter à 260 watts. Oui, ça c'était possible. En fonction de leur entraînement, de leur cardio-fréquence-mètre et de leur wattmètre, dans leur petit pays où ils étaient à 25 ou 28 degrés de moyenne, mais le jour où ils vont se présenter avec les mêmes données au pied des cols, là où il va faire 35 degrés minimum, eh bien il va falloir compter pas sur 280 watts sur les 4 premiers cols, mais plutôt sur 240, facilement.
car vous allez avoir une élévation de température. D'abord, je vais vous montrer une petite étude qui a été faite sur des cyclistes professionnels danois sur un contre-la-montre. Alors cette étude est très démonstrative. Vous avez un contre-la-montre de 43,4 km qui a été réalisé par cette équipe danoise au Danemark. Vous avez la courbe de la performance et de la puissance moyenne. Maintenant, nous allons voir le même contre-la-montre qui a été réalisé cette fois-ci dans des pays chauds, là où il y avait une température de 37 degrés environ. Regardez la démonstration, elle est flagrante. Voyez cette même équipe, un jour plus tard, qui réalise sur la même distance, 43,4 km, avec 150 watts d'écart à cause de cette chaleur. Maintenant, nous allons voir la même équipe dans le même pays chaud en deux périodes différentes d'adaptation. Une semaine après et une autre 15 jours après. Donc la courbe jaune, vous voyez l'acclimatation qui est en train de se faire à la chaleur. Donc comment s'acclimater? Bien sûr, ils ne vont pas rouler à 18 heures lorsque le soleil est très bas. Non, ils commencent à rouler, on dira, en plein soleil. Bien sûr, comme moi je le fais dans le Var. Lorsque la température est à 38-40, eh bien je suis obligé de faire ma sortie l'été. Et j'y vais et je m'habitue très très vite chaque année et au final je ne ressens même plus cette chaleur. Il faut boire, c'est tout, mais pas trop ni moins. Il y a une limite quand même à ne pas dépasser. Et surtout, ne pas prendre 120 grammes de sucre en plein soleil, c'est pas bon du tout. Moi, je vous donne la norme. Maximum 60 grammes de sucre par heure, c'est largement suffisant lorsque vous faites une épreuve comme le Tour de France en plein soleil. Maintenant, voyons au bout de 2 semaines. Voyez, J+14, ils arrivaient quasiment à faire la même performance. Il y a une petite contre-performance, mais grâce à cette adaptation, ils ont pu remonter à l'échelle. Alors maintenant, ce qu'il se pose la question, comment se fait-il que ce jour-là, j'ai moins performé? Déjà, on sait que la chaleur maintenant va impacter fortement vos performances que vous avez en région parisienne, y compris dans l'Est ou surtout en Bretagne, en Loire, en Aquitaine. Bon, parfois en Aquitaine du Sud, il fait aussi des températures chaudes, mais ça ne dure pas toujours très longtemps. Le problème dans le sud-est, c'est que lorsque la température redescend, l'été, elle ne descend jamais en dessous de, on va dire, 32 degrés. Et les températures qui sont données, encore une fois, à ces informations à cette télé, qui est tout à fait spéciale. Vous le voyez, les médias, on peut en parler, on pourra faire une vidéo si vous voulez, mais c'est pas sur ce site ici quand je la ferai. Mais les températures qui sont annoncées sur la Côte d'Azur, ils prennent toujours des températures qui sont en bord de mer, donc ils sont ventés. Pas la vantardise, mais le vent qui vient de la mer qui est à 28-29 et qui vient refroidir tout de même cet air. Par contre, à l'intérieur du pays, comme moi je suis, c'est-à-dire lorsque le soleil tape toute la journée par ce phénomène de rayonnement électromagnétique, la chaleur du soleil, c'est un rayonnement électromagnétique. Lorsque ces rayons, donc surtout les UVB et les UVA, ainsi que les infrarouges qui touchent la pierre, qui touchent la montagne, accumulent ce rayonnement et le restitue sous forme d'infrarouge. Et c'est ce qui nous donne cette chaleur en définitive. C'est pas le rayon, on peut pas l'attraper, le rayon il est imperceptible, il va à la vitesse de la lumière, lui il n'est pas chaud. C'est son rayonnement, c'est son interaction sur la matière, c'est de la physique ça, pour ceux qui en ont fait ils comprennent ce que je veux dire, parce que j'en ai fait aussi de la physique et beaucoup. C'est cette réaction photonique à l'intérieur de la matière qui va donner une production d'énergie, donc de chaleur. On va en revenir sur cette production d'énergie, par contre, sur notre corps. Donc vous voyez, déjà pour clore ce petit débat concernant cette théorie qui a été faite, et celle-ci, on peut voir qu'elle est réelle, car elle est palpable à partir du moment où vous faites une publication scientifique et qu'on peut la démontrer et qu'on peut l'observer, c'est qu'elle est réelle. Vous avez compris par rapport à ce que je voulais dire tout à l'heure, par rapport à des données scientifiques qu'on peut considérer être mi-vraies ou fausses à partir du moment où on ne peut pas les démontrer. Une théorie qui est vraie en science, c'est une théorie qui est reproductible à l'infini, si vous voulez.
Quelqu'un d'autre va la reprendre, va faire la démonstration et elle va avoir le même résultat. Là, vous avez une démonstration que la théorie est bonne. Voilà, je clôt le petit débat. Alors, on continue notre petite étude sur le côté énergétique, c'est-à-dire parce que vous allez manger, ça c'est votre problème et de toute façon, vous savez ce que vous devez faire. Par contre, sur le côté température du corps humain, donc énergétique. Lorsqu'on ne fait pas d'activité, justement, on a une température qui est en moyenne autour de 36,5 à 37,2 degrés, qui est une température tout à fait normale du corps humain. À partir du moment où vous dépassez les 37,5, c'est que vous commencez à avoir un petit problème inflammatoire au niveau du corps humain. Mais que se passe-t-il lorsque vous faites du vélo ou de la course à pied ou autre chose? Il y a logiquement une augmentation de température qui est réelle et palpable et perceptible. Votre corps humain, par exemple sur un 5000 mètres, à 10 000 mètres, un marathon, une course d'étape du Tour, une cyclo, va monter autour de 38 degrés, voire parfois arriver à 38,5. C'est pour ça que ça vous donne une transpiration. Pourquoi vous avez cette température? Parce que les muscles s'échauffent. Mais alors pourquoi les muscles s'échauffent, Gégé? Justement parce que vous avez à l'intérieur de vos muscles ces millions de bactéries, pseudo-bactéries entre guillemets, qu'on appelle les mitochondries. Souvenez-vous, dans une de mes vidéos, en début, je les ai appelés les petits radiateurs, parce que ces petites bactéries, lorsqu'elles agèrent pour vous donner de l'adénosine triphosphate, pour vous donner du glycogène, etc. On ne va pas repartir là-dessus, ça va durer trop longtemps. Elles travaillent, donc elles font de la chaleur, de l'énergie. Donc une mitochondrie peut monter, apparemment, d'après les études, montrer autour de 40 à 50 degrés à l'intérieur du corps humain. Donc vous imaginez qu'à l'extérieur, vous avez un ressenti de 38 degrés de moyenne. Donc, surtout l'été, lorsque vous avez cette température, par exemple au Danemark, pour les coureurs qui ont fait 43,4 km, qui ont fait cette épreuve au Danemark, bon, il faisait 10 degrés dans leur pays. Lorsqu'ils ont fait cette épreuve, j'ai oublié de le citer, il faisait 10 degrés. Donc il y avait 27 degrés d'écart entre le drapeau danois sur ce que je vous ai montré et le jour J+1, donc le lendemain. Pour rafraîchir leur corps pendant cette épreuve, ils avaient une température ambiante de 10 degrés. Vous comprenez que là, bon, le corps a besoin de moins lutter, de moins dépenser d'énergie. Lutter veut dire dépenser de l'énergie. Je cherche toujours la caméra parce que j'ai plusieurs écrans. Elle est là. Pour subvenir justement aux besoins de votre organisme pour le réfrigérer. Alors, que se passe-t-il lorsque la température est équivalente à la température extérieure? Vous avez un corps qui est en moyenne de 37 degrés. Il monte à 38 degrés. Lorsque vous faites du vélo, vous avez un corps de 38 degrés de moyenne et vous avez un extérieur qui est à 38 degrés. Il n'y a donc plus d'échange thermique. Et vous comprenez pourquoi nous souffrons lorsqu'il y a une température qui est supérieure ou égale à la température de notre corps. Le travail de mitochondrie, eh bien, il va y avoir une réaction interne dans notre organisme. Il va y avoir une moindre production de ces mitochondries, de toutes ces réserves énergétiques, qui vont se mettre par en stand-by parce que vous n'avancerez plus, vous allez tomber du vélo, mais vont se réduire pour mettre votre organisme, notre corps, en état de sauvegarde. D'où la baisse de nos potentiels. Et ce ressenti où vous êtes moins bien. Votre corps vous parle, il faut donc l'écouter. Et que font les pulsations cardiaques, messieurs, mesdames? Eh bien, elles montent, ces pulsations cardiaques. Elles vont monter proche de votre maxille. Et comme je l'ai dit dans votre vidéo, parfois vos pulsations, dans la vidéo auparavant, vos pulsations vont monter très hautes et vous allez regarder votre votre wattmètre, votre capteur de puissance, lui, il va afficher moins de puissance, moins de watts. Et maintenant, vous comprenez ce que j'ai dit dans la vidéo dont quelqu'un m'a posé une question. Vous avez vu la différence? Eh oui, mais ça, peu d'entraîneurs mettent le doigt dessus. Donc, pour se refroidir, le corps a besoin d'eau. Vous le savez, d'eau avec des électrolytes.
Parce que l'eau toute seule, sans électrolyte, sans chlorure de sodium, sans potassium, sans magnésium, le sucre, je vous ai dit 50 à 60 grammes par heure, etc. Tout ce qu'on peut mettre dans les boissons que vous pouvez faire chez vous ou les acheter toutes faites, mais le problème toutes faites, on ne sait jamais ce qu'il y a dedans, vont venir combler et participer au refroidissement de ce corps. Le corps, pour se refroidir, il a besoin d'eau, d'où il va falloir boire au moins 1 litre par heure. C'est un minimum, c'est 1 litre par heure. Maintenant, si vous commencez à boire 2 ou 3 litres par heure, vous allez avoir un phénomène inverse qui va se produire. Trop d'eau, vous allez noyer l'organisme. C'est entre guillemets, hein, bien sûr. Hein. Donc, vous n'allez pas être bien. Et des personnes peuvent abandonner justement parce qu'ils ont pris beaucoup trop d'eau. Là, c'est votre microbiote intestinal qui va vous parler. Et croyez-moi, ça va vous faire bobo dans les intestins. Maintenant, quand vous verrez les étapes du Tour de France par les professionnels et certaines personnes qui abandonnent parce qu'elles ont des douleurs intestinales, vous allez comprendre un petit peu mieux depuis que vous suivez ma chaîne. Eh bien lui, peut-être il a pris trop de sucre, ou peut-être il a pris beaucoup trop d'eau, ou alors il a pris des électrolytes qui étaient d'origine inconnue, dans les boissons soi-disant miraculeuses, où certains scientifiques vous ont dit que les avoir prises, mais n'avoir noté, malgré qu'ils ont pris ces produits très chers, n'avoir noté aucune amélioration pendant une étape de 200 km par exemple. C'est quand même étonnant. Et ça, cette fois-ci, c'est pas moi qui le dis. Ce sont eux qui les ont essayés. Alors, il y a une règle d'or à respecter. C'est d'être le plus près de la nature. Je veux dire dans le sens où si vous avez le jour J une compétition, peu importe la discipline, et que ce jour-là, vous absorbez un produit que toute l'année vous n'avez jamais pris ou vous ne prenez pas régulièrement. Là, c'est sûr, vous allez avoir bobo au ventre. Vous allez avoir des problèmes intestinaux minimum. Parce que vous n'êtes pas habitué à prendre ce produit régulièrement tout au long de l'année. Ça, c'en est une preuve aussi. Donc, restez nature avec le produit que vous consommez naturellement, le plus près de la réalité de ce que vous prenez toute l'année, et normalement, vous ne devez pas avoir de problème particulier avec ce genre de maux de dépression intestinale, car vous choquez votre microbiote intestinal, qui est une flore bactérienne de plusieurs milliards de bactéries différentes. Et c'est grâce à elle que nous avons des défenses immunitaires, que nous arrivons à digérer et que nous arrivons à synthétiser ces protéines, que nous arrivons à absorber grâce aux électrolytes tous les produits que nous mangeons, glucides, protéines, lipides, etc. Et surtout aussi lutter contre toutes les maladies. C'est le premier rempart. Lorsque vous attrapez une grippe, le premier rempart qui vous annonce que vous allez attraper la grippe, c'est le microbiote intestinal. Un microbiote intestinal équilibré, très fort, qui est travaillé toute l'année avec une bonne alimentation, vous n'allez pas décéder d'une grippe, je vous le garantis. Pour revenir 30 secondes sur le Covid, moi j'ai fait le Covid, mais je m'en suis aperçu parce que j'ai dû faire un test. À 68 balais, 67 ans, donc je les avais là, j'ai fait le test, il m'a dit que j'étais positif, et pourtant ce jour-là j'avais fait une sortie de 150 km en vélo. Et c'est ce jour-là que j'ai battu mon record. Donc cherchez l'erreur, vous voyez ? Voilà. D'autant plus que j'étais pas vacciné. Ça me regarde. Soit vous êtes quelqu'un de solide parce que toute votre vie vous avez fait attention à votre condition physique, ou soit vous êtes quelqu'un qui a fait beaucoup d'erreurs dans votre vie et qui, en vieillissant, vous accumulez toute cette dépression physique qui, un beau jour, vous donne le compte. Alors l'élément moteur numéro 1, c'est donc l'acclimatation à cette chaleur. Il va falloir facilement un mois avant votre étape du tour, par exemple, vu que je me spécialise un peu sur cette étape du tour, donc ce qui est spécialisé à cette étape et valable pour les autres, c'est de rester en plein cagnard. Vous mettez de la crème solaire, la protection, mais vous vous habituez dans les chaleurs les plus fortes de la journée à supporter ces chaleurs et à vous entraîner par petites parties au début à cette chaleur, voire pourquoi pas rouler 2 fois par jour en pleine chaleur. Ça va vous habituer, vous acclimater à cette chaleur que vous allez avoir. Et croyez-moi, au bout d'un mois, notez avec un RPE par exemple vos premières chaleurs que vous prenez et un mois après, la différence que vous allez avoir. Mais vous allez voir que les premiers jours, vous allez dire je suis un 9-10, je supporte mal le soleil. Et ensuite, un mois après, vous allez dire j'ai un ressenti de 2 ou de 3. Vous avez vu la progression, donc ça veut dire que ça va se répercuter. D'autant plus qu'il faut rouler en pleine chaleur.
en vous hydratant, en vous alimentant normalement. Maintenant, ne me contredisez pas en me disant « Oui, mais non, on ne doit pas rouler en pleine chaleur. » N'allez pas faire cette épreuve du Tour de France. C'est ce que je vous répondrai. À quoi ça sert? Donc si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes prêt à rouler en plat cagnard, comme on dit chez nous. Vu que nous, chez nous, de toute façon, nous, on est habitués parce que si on ne roule pas en plat cagnard, on ne roulera pas de tout l'été. C'est-à-dire 4 mois de l'année, l'été dure chez nous. Donc vous voyez qu'on est habitué et on n'est pas mort, on est là et on performe aussi. Maintenant, ne prenez pas votre vélo en arrivant d'une région de la France où il fait 15 degrés de moyenne et arrivez à rouler 2 jours après à 40 degrés, à faire 150 bornes à 40 degrés 2 jours après. Non, là, vous allez attraper un sacré coup et vous allez tomber. Non, c'est petit à petit. Tout a une question de progressivité. Et justement, cette acclimatation va vous permettre de transférer à l'extérieur mieux cette chaleur. Parce que le corps, il va y avoir un conflit entre produire de l'énergie pour vous faire avancer sur le vélo par rapport à ce que vous êtes entraîné, mais malheureusement, il y a cette chaleur qui est en plus, qui est un obstacle. Donc il va y avoir, si vous voulez, un conflit interne qui va se produire. Production de chaleur et évacuation de cette chaleur qui va avoir de grosses difficultés à se faire, vu que la température extérieure est supérieure à la température de votre corps. Comment voulez-vous refroidir quelque chose? Par exemple, vous voulez refroidir un moteur qui est à 90 degrés avec de l'air qui est pulsé, avec une vapeur d'eau à 100 degrés. Vous comprenez que c'est pas possible, quasiment. Vous maintiendrez le moteur à 100 degrés. Il ne montera pas au-dessus, mais il restera à 100 degrés. Et pourtant, il était au départ de 90 degrés. Alors, le seul moyen, c'est accepter une perte de puissance et une augmentation de la fréquence cardiaque. Et c'est pour ça que maintenant, vous comprenez mieux pourquoi, pour cette étape du Tour et d'autres, j'ai insisté sur la fréquence cardiaque par rapport à votre capteur de puissance. Conclusion de cette vidéo, parce qu'il faut bien la terminer. Vous avez compris qu'en tous les cas, il va falloir regarder votre fréquence cardiaque avant de regarder votre capteur de puissance. Car c'est cette fréquence cardiaque qui va vous dire que vous êtes en sur-régime par rapport à la température extérieure qu'il y a et au nombre de kilomètres et au nombre de cols qu'il vous restera à monter. Tout sera donc dans la gestion de cette fréquence cardiaque. Cette fréquence cardiaque va monter simplement pour vous donner le signe que vous devez vous adapter ce jour-là à d'autres normes, à celles de l'environnement qu'il y a ce jour J. Et par extension, vous comprenez pourquoi une grosse majorité de cyclistes craquent pendant cette étape du Tour. Car ils se disent, je me suis fixé 280 watts, je dois tenir 280 watts. Non, parce que ce jour-là, ce n'est pas possible pour ce qu'on a vu dans cette vidéo. Voilà, à vous de vous adapter. À la prochaine, musculation c'est promis,